Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Merci d'être là avec nous ce soir, Béatrice, Mélusine et Vincent, pour cette rencontre autour d'une recherche qui a l'acronyme CORON. Tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi cet acronyme. En tout cas, c'est une recherche qui est relative à la caractérisation du confort. Vous parlez du confort, des ressources bio et géoressourcées et de la rénovation légère des logements anciens et d'une analyse de l'acceptation sociale. Alors, une brève présentation de nos trois invités ce soir. Béatrice Mariol, tu es professeure émérite. Tu as longuement travaillé ici à Belleville, mais tu es émérite de l'ENSA, de l'école d'architecture et de paysage de Lille. Tu es chercheur associé à l'IPROS et tu as créé des associations importantes dans le cadre de cette recherche aussi, qui jouent un rôle important. Donc, une première association, c'est le réseau post-minier. Et une deuxième association, c'est l'association TEPOP, qui est engagée dans les transformations environnementales et architecturales des territoires en crise, particulièrement dans les quartiers populaires. Donc, TEPOP, c'est territoire populaire. Énergie populaire. Énergie populaire, C'est ça. voilà. Je trouve ça très magique. C'est très bien. Et les campagnes urbaines. Tu as beaucoup publié et entre autres reçu la Légion d'honneur en 2016. Publié, bon, je cite quelques livres récents. Donc là, tu travailles sur les transitions écologiques des territoires, l'apport des initiatives citoyennes rurales. Donc un livre qui va paraître en 2026. En 2025, il va paraître Voilà. décembre ou janvier. Ouais. Donc Oui. il est terminé. Il est vraiment presque, il est terminé. Et depuis 2017, 4 ou 5 autres livres. Bon, je cite surtout Territoire frugal, parce que tu es un grand spécialiste du territoire frugal, de la frugalité aussi comme approche de recherche et de... excuse-moi, c'est... Voilà. Dans la France des campagnes à l'heure des métropoles. Donc, ce binôme campagne et métropole est intéressant. Ou alors dédensifier, penser les campagnes urbaines et bien sûr des publications sur ces territoires du post-minier. Voilà. Et Mélusine, tu as étudié ici à Belleville et tu es architecte habilité à exercer le métier d'architecte en nom propre. Docteur en architecture, mais au laboratoire du LACT à Lille, à l'ENSA de Lille. Mais tu es postdoc à l'IPROS en lien avec ces recherches que tu mènes avec Béatrice. Et tu es enseignante à l'Université de Lille au sein du master COMUA, maîtrise d'ouvrage alternative. C'est très intéressant. Tes travaux de recherche interrogent la contribution des pratiques collaboratives face aux enjeux de rénovation énergétique du logement social en France. Et c'est très intéressant parce que dans ce cadre, tu mènes une permanence, tu reviendras tout à l'heure sur cette question, une permanence architecturale de recherche dans une cité minière du Pas-de-Calais pour co-concevoir avec les habitants une rénovation ajustée à leurs besoins. Tu es persuadé que l'urgence sociale et environnementale actuelle sont vraiment au cœur des problématiques qu'il faut prendre en compte à la fois dans l'enseignement, dans la recherche, mais aussi dans ton activité d'architecte active sur le terrain. Et Vincent,
Donc Vincent Dubois, docteur en génie civil de l'Université d'Artois, où tu enseignes. Donc, Ouais, HDR. voilà. Et Il tu a es récemment habilité. soutenu son HDR. Tu as récemment soutenu une habilitation à diriger des recherches, ce qui te permet d'avoir tes propres doctorants sur des sujets liés au laboratoire de génie civil et géo-environnemental LCGE. Donc, c'est des C'est la acronymes. GCGE, ouais, tout à fait. Ouais. LCGE. Voilà. Et dans l'équipe ER2, c'est-à-dire matériaux innovants, là on comprend mieux sans les acronymes. Et tes travaux de recherche portent sur la valorisation dans le domaine du bâtiment des géoressources alternatives. Alors là, c'est très intéressant, comme les bouts de lavage des carrières pour des applications conventionnelles, par exemple de la brique de terre comprimée, carreaux, enduits de finition, etc. Ou pour de nouvelles techniques de construction. Et là, tu parles de impression 3D, mousse, etc. Et c'est une recherche que tu veux multidisciplinaire et on reviendra tout à l'heure sur cette question de la multidisciplinarité. Et je vous laisse la parole. Donc, à toi, Béatrice, Oui, de je vais commencer. démarrer. Merci beaucoup, Christiana. Merci. Alors, en fait, on intervient à trois, comme vous l'avez compris. Donc, je vais d'abord brosser un peu le contexte qui est assez particulier, puisque lorsque il y a 9 ans, en fait, j'ai postulé pour quitter Belleville et aller à Lille pour devenir professeur à Lille. Mon objectif était de vivre cette petite décennie qu'il me restait à enseigner dans une école régionale, pour la bonne raison qu'en fait, j'avais vraiment envie de tester ce que pouvait être un vrai projet local, un projet ancré dans son territoire, et chose qui est beaucoup plus difficile à concrétiser en région parisienne. Et donc, lorsque je suis arrivée, eh bien, c'est ce que je vais vous raconter. Le directeur de l'époque, de l'école, m'a incité à travailler sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, on aura Mélusine Panier, donc, qui va nous parler des permanences architecturales de recherche. Et enfin, Vincent Dubois, qui parlera de l'efficacité des matériaux innovants. Alors, tout d'abord, le contexte. Lorsque je suis arrivée donc à Lille, eh bien, François Andrieux, alors directeur de l'école, m'a dit mais en fait, le ministère de la Culture crée des chaires partenariales et on pourrait y répondre sur le bassin minier. Je dis, bon, pourquoi pas? Donc, je connaissais rien, hein. J'ai commencé à explorer le territoire et j'y ai trouvé beaucoup de questions qui m'étaient auxquelles j'étais déjà sensible, les questions de la ruralité, les questions de la précarité énergétique, du bâti individuel, enfin plein de sujets sur lesquels j'avais déjà travaillé. Et donc, les rapports entre architecture et paysage. Et à l'époque, donc, j'ai terminé mon HDR, que j'avais appelé l'architecture de l'acclimatation. Acclimatation étant, prenant le terme climat au sens large du terme, non seulement météorologique, mais aussi social, économique, politique, comme on parle d'un climat en se disant, ouais, on a un climat un peu lourd ici, ou au contraire un climat plutôt heureux, voilà. Donc au sens vraiment pluridisciplinaire. Et donc cette chaire, eh bien, on l'a appelée acclimater les territoires post-miniers, avec cette dimension post-minière qui était très importante, qui était prospective. C'est donc à la fois ancré dans un sol et dans un sous-sol et dans une histoire, mais avec une dimension prospective. Et donc, dans les sujets, eh bien, on avait habité ensemble humain et non humain, donc avec la dimension paysagère, biodiversité, et puis expérimenter des nouveaux outils de conception. Et c'est peut-être cette dimension-là qui nous intéressait plus aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'expérimentation qui a commencé avec des étudiants et qui s'est continuée en rajoutant, parce que les étudiants, on a continué pendant toute la durée, en rajoutant des doctorants. D'abord Noémie Deveau, ensuite Mélusine Panier,
et enfin Martin Fessard. Et donc l'idée, c'était vraiment d'être sur le terrain le plus fréquemment possible auprès des acteurs du territoire, auprès des habitants, vraiment persuadé que cette question de l'acclimatation, c'était un changement de valeur qui consistait à se réapproprier un territoire. Donc en fait, on peut parler d'un territoire d'extraction, d'extractivisme par extension, c'est-à-dire un territoire dont on a tiré la valeur pour une économie extérieure, pour une économie mondialisée, mais qui n'a pas profité. Et en fait, par exemple, on peut calculer l'extractivisme par un rapport entre la richesse d'un sous-sol et la pauvreté de ses habitants. Voilà. Donc, dans le bassin minier, bon, c'est assez clair, hein, on a une population extrêmement pauvre. Je dirais même moi qui ai travaillé en Seine-Saint-Denis, mais on connaît bien la Seine-Saint-Denis, c'est pas la même pauvreté, c'est pas du tout la même situation. Voilà, donc cette chaire, en fait, je l'ai créée avec l'Université de Florence, avec Daniela Poli et Maddalena Rossi, et puis avec plein de partenaires du territoire. Et on a vraiment reçu un accueil vraiment au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, j'ai bien senti qu'en fait, en proposant cet outil à la fois de recherche, de pédagogie, eh bien, il y avait une attente très, très forte sur place. Et peut-être si je peux ajouter J'en un truc, prie. parce que en fait, ce que je trouve aussi intéressant dans la manière dont cette chaire se proposait, c'était qu'elle se distinguait des autres chaires qui se montaient en général sur des thématiques. Il va y avoir la chaire santé, la chaire logement, etc. Et cette chaire-là, elle était transdisciplinaire, en croisant tous ces sujets-là, créant des hybridités, mais par contre au sein d'un territoire. Et c'était uniquement dans ce territoire voilà. Et c'est peut-être même, je dirais, une des raisons pour lesquelles un engouement fort des acteurs à s'impliquer, tous avec leurs compétences et leur regard, mais au sein de ce territoire. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu 5 chaires en France qui ont été labellisées architecture et innovation et financées par le ministère de la Culture. On est la seule chaire non parisienne et la seule chaire territoriale. Là, toutes les autres étant thématiques et parisiennes. Alors donc, évidemment, cette chaire est ancrée dans l'histoire architecturale. Et là, je cite Max Sor, par exemple, un géographe qui dans les années 50, parle du bassin minier Nord-Pas-de-Calais comme des entités géographiques, humaines et économiques. Et c'est vrai que son espèce de ville nouvelle qui fonctionne sur elle-même avec le site d'extraction, les corons, donc ces logements de mineurs alignés les uns à côté des autres. Et puis les sites de gestion en fait des productions et de transmission, de transfert de toute cette richesse à l'échelle d'abord nationale, hein, pour chauffer la France. Mineur sort la France, qui sort le sort de la France est entre tes mains. Donc il était bien clair que c'était pas pour lui, c'était pour chauffer la France. Et puis après, quand les mines ont été nationalisées, eh bien, voilà, c'était une valeur nationale, internationale. C'est une histoire humaine que dans cette chaire, on continue. Donc, il y avait des fortes solidarités, il y a vraiment forte solidarité entre les mineurs. Donc, c'est une histoire très, très particulière qui est même assez différente, en fait, de l'histoire industrielle. Notamment parce que les mines étaient implantées en dehors des villes. Elles étaient implantées là où il y avait du charbon, là où le puits rejoignait un sillon de charbon, alors que les industries se sont plutôt implantées en limite de ville, à l'extérieur des villes. Voilà. Et donc, c'était vraiment des structures territoriales, des entités très autonomes, en fait. C'est aujourd'hui un territoire labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec
énormément d'éléments patrimoniaux remarquables, des fosses, des chevalements, des terris, des cavaliers qui sont les anciennes voies ferrées, des gares, des cités, des écoles, des édifices religieux, etc., etc. Et là, on voit en fait que c'est un espèce de chapelet sur un territoire qui fait 120 km d'est en ouest et à peine une trentaine, entre 10 et 30, 40 km du nord au sud. Et donc, c'est un espèce de chapelet comme ça, mais qui quand même réunit 1 million d'habitants. Et très rapidement, en fait, avec les étudiants, eh bien, et à partir du moment où Mélusine est venue, dans le cadre de sa thèse, habiter dans une cité minière, évidemment, on a trouvé un ancrage fort dans le territoire, un contact très, très étroit, en fait, hein, avec les voisins et les voisines de Mélusine. Et donc, il y a eu beaucoup, cette idée de faire ensemble, eh bien, a été facilitée avec des moments festifs de travail collectif, de créer, inventer autour des matériaux bio et géosourcés, de partager. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'autoréhabilitation accompagnée, le fait que les gens pratiquent, testent eux-mêmes la matière, eh bien, fait partie vraiment de cette question-là. L'adaptation énergétique eh bien, est au cœur du sujet parce que tout ce patrimoine sont des véritables passoires énergétiques. Et donc ça, à gauche, en fait, c'est un travail d'étudiant. Au milieu, c'est une coupe réalisée par Mélusine dans le cadre de sa thèse. Et à droite, une coupe réalisée par Martin Fessard, qui lui a soutenu la semaine dernière, brillamment. Et qui travaillait, lui, sur la rénovation légère de ces cités minières. Alors, je cite juste dans le contexte, en fait, un projet qui a été vraiment très important, c'est le projet Engagé pour la qualité du logement de demain, dans lequel beaucoup d'équipes de chercheurs, en fait, sont engagées. Et donc, on a été parmi les 20-22 opérations labellisées en France et soutenues. Et donc, ça, c'est le quartier où habite Mélusine, avec sa maison, voilà. Et donc, l'idée, c'était de vraiment de rénover 25 maisons minières de manière assez innovante, avec des matériaux bio-sourcés, prenant des architectes, avec une équipe complètement Hauts-de-France, avec des architectes de la frugalité heureuse et créative des Hauts-de-France, avec Vincent Dubois participe à cette démarche. Enfin, voilà, énormément de partenaires locaux. Et je prends juste ces titres d'articles: réinventer la participation, la construction par l'usage, et un cas d'école pour impliquer autrement les habitants, pour bien montrer que la question des habitants, elle est vraiment complètement centrale. Et puis cet article de La Voix du Nord, dont on est quand même super fiers, qui date maintenant, je ne sais plus, de 2 ans, je crois. Ouais, hein, au moins. Et donc, à l'occasion d'ateliers qu'on a appelés Biohara, donc autour de la terre crue, qu'on avait organisé avec des étudiants dans les jardins de la cité d'Orient où habite Mélusine, eh bien, les journalistes étaient déplacés et avaient lancé ce magnifique titre: La rénovation des logements miniers va-t-elle être révolutionnée? Et donc, ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que ce programme Coron, de l'ANR Coron, eh bien, il fait partie d'un programme assez atypique, en fait, hein, dans l'ANR, qui mêle des sciences dures et des sciences participatives. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on y a répondu ensemble. Et je n'ai pas dit non plus que l'Université d'Artois, Vincent Dubois, donc la LGCGE, sont, on ne dit pas mandataires, on dit porteurs du projet de recherche. Voilà, Mélusine, je te laisse la parole pour présenter. Merci. Je suis ravie d'être là aussi. Et peut-être pour resituer dans le contexte que Béatrice a présenté, le moment où moi je me suis insérée là-dedans. En fait, donc j'avais fait mes études à Belleville. La participation des habitants, c'était quelque chose qui me semblait fondamental en fait pour la pratique de notre profession.
et c'est notamment en rencontrant Béatrice en 2e année d'architecture, que j'apprends que la participation, c'est pas finalement, c'est pas une normalité, c'est une spécialité, et donc il faudrait développer des démarches spéciales, des démarches participatives, qui commencent à me passionner dès cette deuxième année. Et à partir de là, je me dis qu'en fait, c'est de cette manière-là que j'ai envie d'exercer le métier d'architecte. Je fais quelques stages et même je travaille en fait au sein de TPOP, l'agence dont on a parlé, enfin l'association dont on a parlé, au sein de l'agence de Béatrice aussi. Et puis à un moment, j'ai envie de faire une thèse sur cette question-là. Je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire la recherche, mais je me dis qu'en tout cas, 3 ans pour réfléchir à ces questions-là, ça a l'air génial. Donc, j'en parle à Béatrice. Béatrice me dit, ah bah oui, super bonne idée, mais par contre, c'est dans le Nord. Et moi, j'ai pas prévu du tout à la base de partir dans le Nord. Elle n'avait même pas son permis de conduire, c'est quand Voilà. même essentiel. Tout à fait. Et Non. donc, voilà, mais bon, mais pourquoi pas le Nord? Donc, on dépose un dossier, on réussit à obtenir une bourse, donc c'est super, je peux commencer ma recherche, mais à ce moment-là, j'ai même pas d'idée qu'à un moment, je partirais en permanence architecturale de recherche, enfin, en tout cas que je m'installerai sur le terrain. Je suis toujours à Paris, je fais des allers-retours à Lille voilà, pour suivre l'avancée de mes travaux, mais c'est tout. Et on va chercher, et ça c'est très intéressant aussi, des financements, donc une bourse doctorale à moitié financée par le bailleur social Maison et Cité, qui est le plus gros bailleur du bassin minier, et par le ministère de la Culture qui finance des demi-contrats doctoraux. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes ces cités minières sont du logement social. En Oui, fait. tout à C'est fait. une très grande particularité française par rapport à Complètement. d'autres pays. Et donc, l'ambition, en n'étant pas en cifre, et c'est vraiment la distinction, parce que la cifre, finalement, j'aurais été salarié du bailleur, mais là, par ce demi-contrat, en fait, c'est plus comme du mécénat, c'est-à-dire que les résultats de la recherche intéressent celui qui me finance, mais il n'y a pas de relation de salarié ou de je ne fais pas partie Ouais. de l'entreprise, quoi. Et donc, en allant voir le bailleur, l'ambition, c'était de se dire qu'à un moment, on passerait à une expérience pratique, mais laquelle, on ne savait pas encore, on pensait au permis d'expérimenter, au permis de faire peut-être, mais pas aux permanences. Et il a fallu 1 an, moi, que je me plonge dans des recherches historiques sur les démarches participatives, euh, les formes qu'elles avaient pu prendre à travers le temps, pour que je croise l'expérience, pas forcément pionnière, mais en tout cas très médiatisée de Sophie Ricard, qui s'était lancée en permanence architecturale à Boulogne-sur-Mer, et dont le protocole, en fait, je le trouvais hyper intéressant pour mettre en place des démarches participatives vraiment étroites avec les habitants, dans un rapport de réciprocité, quelque chose qui sortait des démarches peut-être plus classiques participatives, où voilà, il y a un architecte qui débarque et puis on passe 3 heures avec des gens et puis on discute et à la fin, c'est l'architecte qui le décide. Enfin, voilà, ça me semblait pouvoir porter des démarches participatives particulièrement exigeantes. Donc, on finit par obtenir l'autorisation de Maison et Cité d'avoir une maison mise à disposition pour que je puisse m'installer en permanence dans une cité minière en attente de rénovation. Et l'objectif qui était fixé, c'était de tester ce que ça donnerait de co-concevoir le programme des rénovations avec les habitants de la cité. De voir jusqu'où finalement ça pouvait déplacer la commande classique. Et est-ce que, in fine, parce que moi c'était l'hypothèse de ma thèse, ça ne permettrait pas d'avoir une meilleure performance en fait énergétique à la fin, d'une meilleure qualité de travaux même, puisque plus ajustée aux besoins des locataires. Et tout l'enjeu, il se cristallisait à la fois, donc il y avait cette thématique de la participation, il y avait la thématique du logement social qui me semblait vraiment incarner des enjeux démocratiques très intéressants, parce que il y a un propriétaire entre l'usager et l'architecte à ce moment-là. Et puis la rénovation énergétique, parce que c'est un enjeu voilà, face à la crise écologique qui est fondamentale aujourd'hui. Donc ces 3 thématiques-là formaient mon sujet de recherche au sein de la chaire.
Et c'est ce qui a donné naissance à la permanence dans laquelle je me suis installée. Je m'installe du coup en décembre 2021, après un an de négociation avec le bailleur, avec cette ambition de coécrire le programme et dans un quartier qui est pas forcément très ajusté, enfin pas très Demandeur. ni demandeur, ni je dirais qu'il n'y avait pas de qualité spécifique nécessaire pour faire une participation de qualité. C'est-à-dire que les gens ne s'entendaient pas du tout entre eux, il n'y avait pas un groupe conscient de revendiquer un intérêt commun, ou voilà. On était plutôt sur des individus qui se font la guerre qu'autre chose. Et donc, ça pose plein de questions. Comment penser le commun quand on n'est pas ce groupe encore conscient de ses intérêts communs? Et puis surtout avec un bailleur qui ne m'annonce pas du tout, avec une ville qui ne me rencontre pas vraiment, et donc des habitants qui ne me croient pas du tout dans le fait qu'il y a, qui ne me croient pas dans le fait qu'il y a des travaux qui vont arriver, qui ne me croient pas dans le fait qu'il y a une architecte qui débarque dans une cité minière pour pouvoir être au plus près des habitants et dessiner avec eux le programme. Ça leur semble lunaire que Maison et Cité mettent un truc comme ça en place. Et donc, la confiance a mis du temps à se monter. À l'origine, je devais rester 8 mois. Ça fait 4 ans que je suis en permanence. Et puis aujourd'hui, on trouve même des prolongements de ce projet à travers un autre, on évoquera à la fin, on peut-être, évoquera à la fin. mais un autre projet de recherche qui s'appelle Prévert et qui va essayer de répliquer ces démarches de permanence pendant 3 ans dans 3 nouveaux sites. Bref, je suis encore là pendant 3 ans. Donc tout ça, c'est une permanence finalement très vraiment dans le temps long et qui est marquée à un moment par l'AMI EQLD qui va permettre j'essaye d'être succincte, de dégager des fonds spécifiques pour les habitants et notamment pour la création d'espaces communs. Parce que, je vais vous le raconter très rapidement, mais avec à la fois des outils de préfiguration d'usage, de gestion de conflits aussi un petit peu, bah, en fait, on a réussi à commencer à démêler les nœuds, à s'intéresser à comment prendre soin du corps social de la cité et recréer un esprit de collectivité, du collectif, pour faire du projet ensemble. Et à partir de ça, ça a donné l'ambition aux habitants d'avoir des espaces communs au sein de cette rénovation, chose pourquoi il n'y avait pas du tout d'argent à la base. Le bailleur n'avait pas prévu du tout de mettre de l'argent dans des espaces communs. Donc on est allé en chercher finalement à travers cette AMU. Et puis, chemin faisant, les habitants, au fil des années, déjà d'une part créant de la confiance entre nous, entre eux, peut-être aussi au sein des institutions qui petit à petit seraient impliquées dans le projet, et ben, revendiquent de plus en plus de choses jusqu'à revendiquer le titre de maîtrise d'usage en ayant un rôle actualisé auprès du bailleur et des autres institutions partenaires, et qui est une vraie innovation dans ce projet, même si les contrats ne sont pas encore signés par le bailleur qui est un petit peu réfractaire, mais qui me semble vraiment intéressant parce que c'est des contrats qui n'ont jamais en fait été signés en France entre un bailleur social et ses locataires. Je dresse comme ça la chronologie et puis après on peut rentrer rapidement dans quelques exemples. Ensuite, il y a l'ANR Coron et le projet Prévert qui arrive quelques années après, et dans lesquels moi j'ai plutôt une mission d'assistance à maîtrise d'usage, où je vais vraiment accompagner les habitants dans l'appropriation des recherches auxquelles ils participent finalement, et puis dans la co-conception des espaces communs quand on commence à rentrer vraiment dans ces questions-là. Enfin, voilà, peut-être je passe un peu plus vite. Oui. Ça, c'est quelques exemples graphiques de documents que je réalisais dans la phase de diagnostic qui mettaient à différentes échelles, qui interrogeaient à différentes échelles des sujets importants avec les habitants, que ce soit les modes de chauffe, le soin du vivant, etc. À l'échelle du logement, des plans individualisés pour essayer de comprendre quels sont les dysfonctionnements et les désirs pour chacun des foyers de cette rue. Voilà, c'est quelques exemples. Une préfiguration d'usage qui me semble importante à mentionner, qui est donc l'ambition de tester collectivement des activités avec les habitants qui pourraient être pérennisées à travers l'opération de rénovation. Donc typiquement, ça peut être, bah, tiens, les habitants ont envie de voir ce que ça donne si on se met à cultiver ensemble un jardin collectif. Et si et seulement si ça prend, on l'inscrirait au programme des rénovations.
Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas marché. Peut-être on prend les questions à la fin, où parce qu'il y a une qui... Oui, alors en fait, moi je travaille à l'échelle d'un quartier de 68 logements, mais l'impact qu'on va avoir sur le bâti, on travaille sur 25 logements. Après, le quartier qui est impliqué est un peu plus large que ça. Et donc, des opérations de préfiguration où comme ça, on va commencer à se rendre compte de la nécessité de monter une ressourcerie, de monter la buvette de Ginette, petit café associatif, euh, un ciné voisin, et puis l'arrivée de 2 moutons du Cameroun, Cardon et Gaillette, qui vont tondre la pelouse des espaces communs et des jardins des voisins du quartier. Et tout ça, du coup, sont les activités qui sont appropriées par les habitants. Je parle pas, parce qu'il y a eu plein d'échecs, il y a eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas été appropriées, et ça, donc on ne le retient pas au programme des rénovations. Mais ces 4 éléments sont donc retenus. Et c'est comme ça que, du coup, la maîtrise d'usage a commencé à revendiquer un rôle spécifique, notamment celui de co-concevoir, co-construire et co-gérer, et même autogérer, je dirais, les espaces communs de ce quartier. Euh, voilà, et puis aujourd'hui qui participe même plus largement parce que tout ça c'est une acculturation et mince, comment on dit, pas formation, mais une sorte d'empowerment aussi pour eux. Et donc aujourd'hui, ils participent même à la diffusion de leur expertise et des connaissances qu'ils ont acquis dans le projet en étant appelés dans certaines conférences, en étant invités à des tables rondes. L'association est même rémunérée pour ça dans certaines occasions, participer à des expositions, etc. Et pour finir très concrètement et atterrir finalement sur le projet Coron, avant de laisser la parole à Vincent, moi, dans toute cette multitude voilà, de branchements et de recherches, il y a 3 sujets sur lesquels, voilà, qui sont spécifiques à l'action Coron, qui est à la fois une étude où je suis cobaye, finalement, je sais pas comment tu le dirais, Vincent, où je mesure le ressenti du confort thermique dans le logement que j'habite, dans une des pièces, dans ma chambre, qui va être, euh, euh, enduite d'un enduitaire dont Vincent va vous présenter les caractéristiques. Et donc, voilà, je participe à l'évaluation de ce confort thermique. Aussi, à comment est-ce que ces enduitaires et autres pourraient être appropriés par les habitants au sein des espaces communs qu'on est en train de co-concevoir et co-construire, puisque maintenant qu'on a obtenu les clés d'un des logements de la rue et qu'on peut commencer à installer les activités associatives sereinement, bah, il y a cette question-là de quelle sera la place de ces enduits, de voilà, comment on peut relever aussi les réactions des habitants par rapport à ces différents enjeux qui seront exposés dans les espaces communs, etc. Et enfin, comment tout ça, ça peut être un outil aussi de formation pour les habitants à travers des chantiers participatifs, et notamment Manu, qui est le premier salarié de l'association des habitants, qui est en charge aujourd'hui de la ressourcerie et qui serait très important de former à l'usage de ces matériaux très spécifiques, puisque les locataires qui vont être confrontés à ces nouveaux matériaux, bah, avec un petit... Alors très bien s'ils participent en autoréhabilitation accompagnée à la rénovation de leur logement, mais pour ceux qui arriveront après, quand il y a du turnover, il faut bien qu'ils soient formés de nouveau. Et cet habitant-là pourrait endosser ce rôle de transmettre les savoir-faire, et donc il faut qu'il soit formé, etc. Voilà, peut-être Vincent, je te laisse On continuer. continue, on a les diapos de Vincent. Oui, donc du coup, je vais vous laisser gérer un peu le passage. Oui. Merci de m'avoir invité à cette table ronde, déjà d'une part. Moi, je vais refaire une petite intro pour me positionner par rapport au projet qui est présenté ce soir, là, le projet Coron. Alors moi, effectivement, je suis maître de conférence à l'Université d'Artois et je travaille plus dans le développement des matériaux à base de terre, à base de végétal, donc tout ce qui est ce qu'on appelle écomatériaux pour les bâtiments. Et j'avais effectivement travaillé sur des techniques un peu innovantes, on va dire, si on veut, par rapport à l'impression 3D, le développement de matériaux isolants qu'on rencontrait pas encore pour l'instant, type mousse, donc des mousses de terre, mousse végétale.
Et donc, il y a quelques années, Béatrice m'a convié, enfin, on a échangé pour, lorsque un projet de thèse était en amorce, c'est celui de Martin Fessard, et Béatrice m'a convié à pouvoir intégrer l'encadrement pour pouvoir apporter cette dimension un peu plus technique et apporter aussi un peu l'expérience que je pouvais avoir, j'avais pu capitaliser sur le développement des matériaux donc alternatifs à base de géoressources et de bioressources. Donc voilà, c'était hyper pertinent pour moi parce que effectivement, on est vite dans le développement des matériaux au niveau sciences pour ingénieurs à une approche plutôt de réponse à un milieu industriel. Et là, de pouvoir être en confrontation, enfin pas confrontation, c'est pas le bon mot, mais être, être en vis-à-vis avec les attentes aussi des usagers, ça c'était hyper intéressant de mon point de vue. Donc j'ai accepté de participer à l'encadrement avec plaisir pour Martin. Et effectivement, pour Martin, la thèse, c'était de travailler sur une approche où la rénovation, ou mettre d'une certaine manière en cause la notion de rénovation lourde et pouvoir apporter une rénovation qui puisse être efficace rapidement en limitant les ressources à utiliser. Donc ça va complètement dans le sens aussi de ce que je développais moi de mon côté. Et là donc la thèse elle a commencé en 2022, 21 pardon. Et donc elle vient d'être soutenue. Et elle a permis de mettre en avant justement l'aspect justement de solutions à travers les différents projets et les différents ateliers que Béatrice a présentés au préalable, différentes solutions qui ont pu être développées en accord avec les habitants. Et dans le cadre, pendant cette thèse, est venue l'idée aussi d'aller un peu plus loin, d'aller chercher aussi d'autres moyens. Et donc on a monté ensemble le projet Coron, qui a pour vocation à étudier le confort que peut amener des solutions euh, de type enduit terre, enduit végétal, pour amener un confort aux usagers et pouvoir faire en sorte de pouvoir quantifier ce confort. Et c'est là où deux approches sont menées à travers le projet Coron. Donc projet Coron qui effectivement est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui a été déposé sur un appel à projet Science avec et pour la société. Donc on répond complètement à cette approche où on inclut à part entière les habitants dans le cas de la société, dans le cas d'une approche scientifique, une approche de recherche. Donc deux approches, deux échelles. Une étude en laboratoire à l'échelle matériaux pour travailler les différentes compositions, travailler les différentes matières, essayer de trouver un bon compromis en termes de tenue, bien sûr qui est la base, mais aussi de performance, de voir sur certaines solutions qui peuvent être euh, aussi avec une approche qui puisse permettre à ce que les gens puissent se les approprier facilement, voir à quel niveau on peut avoir, quel niveau d'efficacité on peut avoir avec ces solutions, sachant on travaille pas sur le corps de paroi, mais bien sur le revêtement. Donc on cherche à montrer que au lieu d'une peinture, on puisse s'appuyer sur des ressources qui peuvent être locales, de la terre, du végétal, et avoir des choses qui puissent être bien meilleures qu'une peinture qu'on peut trouver dans le commerce. Et les matériaux supports, comme vous le voyez ici sur la diapo, sont à la fois, donc là on revient sur, donc quand je parle de matériaux supports, sur le matériau de corps de paroi, sur deux approches. Une approche de type conventionnel avec une plaque de plâtre et de la laine de verre, comme on peut le trouver dans beaucoup de logements. Et puis une approche où on travaille avec un support qui est du béton de chanvre. Alors pourquoi le béton de chanvre? Parce que dans certaines opérations des bailleurs sociaux dans le bassin minier, a été utilisé ce type de matériau pour remplacer l'isolant. Donc il était question aussi de venir avec Coron euh, montrer si des solutions à base d'enduits bio-géosourcés pouvaient combiner et amener de meilleures performances en termes de confort avec ce type de support. Donc,
notre objet en termes de mesure, c'est l'approche hygrothermique. Donc, travailler sur le côté de la température et de la régulation d'humidité. Juste avant de passer à cette diapo, pour venir parler du volet 2. Donc, je parle là de l'étude en laboratoire avec différentes, je vais vous montrer après différents types d'essais, mais aussi donc un volet qui est l'étude in situ à l'échelle de la paroi et ce que vient d'évoquer Mélusine avec euh, l'utilisation d'une pièce dans un logement de la Cité d'Orient pour pouvoir évaluer avec une personne donc en situation habitée l'efficacité des propositions, des solutions techniques qu'on a pu développer. Là, je te laisse effectivement passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc le confort hygrothermique, c'est un grand mot qui met en jeu plusieurs approches. Et la régulation, l'interface entre l'habitant, l'usager, sa vie, son mode de vie, ses occupations à l'intérieur d'un logement, et le bâti qui le protège des intempéries, du climat extérieur. Et entre les deux, donc, avec ce bâti, il y a les différents composants d'un bâti, mais il y a aussi l'interface, la finition, qui va donc être en interface entre donc la maison et l'usager. Et donc, à travers ce diagramme, on voit qu'il y a différentes zones qui apportent du confort ou pas. Et tout l'enjeu, c'est de se retrouver dans l'idéal, dans cette zone 4, la zone violette, où on a une température qui est régulée avec une température dite de confort entre 18 et 26 degrés, et une humidité relative entre 40 et 65%. En fonction de l'occupation du logement, en fonction de la pièce du logement, on a des variations forcément d'humidité qui peuvent être relativement importantes, notamment bien sûr dans les pièces humides, ou dans les pièces qui sont à proximité des zones humides. Et donc cette humidité, si elle est en trop grande quantité dans les logements, on le sait, donc ça peut provoquer un inconfort et aussi des problématiques de santé, puisque ça peut favoriser l'émergence et la propagation de champignons, de moisissures. Et à l'inverse aussi, une humidité qui est trop sèche amène là pour le coup un inconfort avec une sensation de gorge sèche, d'irritation, etc. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc voilà, l'idée est au centre du projet Coron, c'est cette idée d'interface. Donc ça, tout ce que je viens d'évoquer, c'est cet échange, et notamment les échanges hydriques qu'on peut avoir entre l'intérieur et l'extérieur. La partie droite, je viens de l'évoquer avec les différentes occupations, différents modes d'occupation qu'on peut avoir dans un logement. Et bien sûr aussi, le climat extérieur est un point qui est non négligeable, puisqu'en fonction des saisons, en fonction de la journée, sur un cycle journalier et sur un cycle de saison, sur une année complète, on a des variations très importantes, très importantes de manière au niveau de l'humidité et donc au niveau de la charge que va récupérer la paroi en fonction des phases de pluie, des périodes hivernales, automnales, etc. On peut passer à la diapo suivante. Donc de notre côté, on s'est appuyé sur des ressources qu'on voulait locales, donc faire en sorte d'avoir des produits à disposition qui rentrent dans nos compositions qui puissent être du territoire des Hauts-de-France. Donc on a la terre qui peut être disponible à différents endroits, bien sûr en local et très local quelquefois. Quelquefois c'est une terre qu'on peut trouver sur des sites de chantier à proximité des logements. Là, pour le coup, on a utilisé plutôt des matériaux qui sont des matériaux considérés comme des coproduits industriels. Ça a été évoqué tout à l'heure quand on m'a présenté. Ce sont des bouts de lavage de carrière qu'on a en région. Et puis au niveau des ressources végétales, on s'appuie sur du lin, qui fait partie des cultures très importantes dans la région, avec à l'échelle même mondiale, la France qui est un des piliers de production du lin. Et donc on a des coproduits qu'on récupère et qu'on peut utiliser dans le domaine de la construction. Donc là vous avez dit quelques photos qui présentent les différents types de solutions qu'on a étudiées en laboratoire, donc l'utilisation d'enceintes climatiques pour réguler les températures et l'humidité au sein vis-à-vis des matériaux. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, et là, par rapport à l'étude 2, l'étude in situ, sur le logement réel, vous avez ici une photo du logement de Mélusine. L'objet ici de l'étude,
c'est de pouvoir bénéficier de la présence de Mélusine dans cette habitation. Et comme je le disais juste avant, le fait de pouvoir étudier le confort est quelque chose qui est très compliqué si on ne maîtrise pas un minimum l'usage et si on n'a pas un recul un peu sur les activités, enfin en tout cas la vie de la personne. Parce que beaucoup de choses peuvent jouer en fonction de ça. On peut mettre on utilise des capteurs qui vont mesurer la température, l'humidité. Et puis on a mis en place avec Mélusine, dans le cadre de ce partenariat qui était fondé à travers le projet Coron, un questionnaire qui permet de suivre ses ressentis dans ce logement, de voir comment elle perçoit le confort qu'elle ressent, et de combiner ça avec des mesures chiffrées de température et d'hygrométrie. Pour l'instant, les enduits n'ont pas été mis en place et donc on est dans la situation, on va dire, avant pose-enduit pour voir déjà avant, dans cette période-là, comment se positionne le confort de Mélusine et comment on peut le définir, le qualifier. Et là, prochainement, on va mettre en place les enduits et voir l'évolution potentielle, on espère, dans le bon sens, sur le confort ressenti. Et dernière diapo, je pense. Donc voilà, ça fait partie donc des différents outils qu'on va utiliser. On a notamment l'utilisation d'une station de mesure qui va permettre, par relevé de différents paramètres, de faire une évaluation du confort et de confronter ça aussi avec une base de données, un retour statistique. Ça s'appuie en fait sur des travaux de Fonger de 1970, sur une note qui est apposée sur voilà, le confort qui peut être ressenti, qui a été ressenti par un échantillon de population, sachant que ces mesures avaient été faites dans un cadre très normalisé avec positionnement de différentes personnes dans des situations variables avec une enceinte climatique qui permettait de réguler tous les paramètres. Les mesures, elles rentrent à la fois sur elles prennent en compte à la fois la température, la vitesse de l'air aussi. L'effet de courant d'air qu'on peut avoir dans les pièces peut être une source d'inconfort, donc c'est important aussi de pouvoir la mesurer. L'humidité relative, la température globe avec la boule noire, et puis donc vient à côté de ça les paramètres personnels qui viennent de combiner en fait et compléter l'ensemble des données qu'on peut relever à travers cette étude. Voilà, je pense que j'en ai Bon, fini pour cette présentation. Merci. merci à vous trois pour cette présentation très claire et vraiment où on comprend, on sent cette interdisciplinarité dont vous parliez au début et l'intérêt de ce programme qui fait travailler sciences de l'ingénieur avec les sciences humaines et sociales et les sciences de la participation. On est en train vraiment de faire rentrer cette nouvelle question de la participation dans le domaine vraiment de scientifique. Et c'est vraiment très intéressant de observer les passerelles, les liens que vous faites entre ces différentes sciences avec vos différentes approches. Donc, j'essaye, avant de donner la parole au public, parce qu'on a un peu dépassé, donc j'essaye de poser des questions qui intéressent vous trois. Donc, comme ça, vous pouvez répondre chacun avec votre spécificité. La première question concerne l'enseignement. C'est-à-dire la chaire, bon, tout est parti de cette chaire dont tu parlais au début. Et, euh, et j'imagine que euh, vous aussi, dans votre chaire, vous avez inclus ces différents aspects, donc enseignement, recherche fondamentale, recherche action. Donc, on comprend la place de cette recherche vraiment par l'observation du terrain. Mais dans l'enseignement, est-ce que l'étudiant devient aussi acteur pour vous? Est-ce qu'il a été acteur et comment? Et dans les différents cas de figure qui sont les vôtres, parce qu'on a une école d'architecture ou deux écoles d'architecture avec Belleville et Lille, et une université, l'université d'Artois, avec un laboratoire qui, lui, il est très différent par rapport à nos laboratoires, donc vraiment très technique. Est-ce que
Vos approches ont été différentes ou vous avez trouvé aussi une articulation au niveau de ce volet enseignement? Deuxième question, elle est liée plutôt aux impacts, parce qu'on vous sent très engagé. Donc, vraiment un engagement qui est structurant dans votre métier, dans votre credo sur comment on peut avancer ensemble vers un futur qui soit meilleur, disons. Et est-ce que vous pouvez déjà commencer à mesurer des impacts positifs de ces recherches? Je parle de ces recherches au pluriel parce que, en effet, vous enchaînez plusieurs types de recherches, donc ANR, AMI, recherche de laboratoire, recherche plus et recherche fondamentale aussi. Je reviendrai là-dessus. Donc, voilà, si vous pouvez en parler brièvement de cet impact sur les politiques locales ou l'impact est aussi au niveau régional ou au niveau national de cette recherche ou c'est une attente, pour le moment ça reste une attente. Troisième question, et je m'arrêterai là, concerne plutôt la recherche fondamentale. Donc, au début, tu parles, Béatrice, de projet local, et tu mentionnes l'Université de Florence, avec qui vous avez travaillé. Le projet local à Florence, ça fait vraiment des décennies voilà, où ils sont spécialisés sur cette approche, mais tu ajoutes à cette approche qui est celle des Florentins, disons, des territorialistes, vous ajoutez beaucoup de liens ou des choses nouvelles qui sont liées à cette expérimentation. Nouvelles aussi pour l'IPROS, hein, parce qu'il y a vraiment une tradition de recherche fondamentale sur l'analyse typologique, l'analyse sociale, l'analyse sur le territoire même, par les cartes. Mais vous ajoutez cet aspect de l'échelle 1 qui est vraiment novateur. Donc, et ma question est, est-ce que vous pouvez mesurer des impacts au niveau international? Est-ce que Florence a reçu en retour à l'enseignement aussi, c'est-à-dire ces territorialistes d'aujourd'hui, hein, parce que Paoli, je pense, Daniela Poli, toujours Daniela là. Poli, Elle est toujours là. elle est toujours là. Oui, oui, c'est elle qui a pris la suite d'Alberto Magnaghi. Voilà. Et Madame Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience de cet aller-retour à l'international, disons, aller-retour d'expériences italiennes et françaises, et maintenant de la France vers l'Italie. Voilà, donc je m'arrête là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si chacun de nous peut dire un mot sur je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre assez rapidement. Sur l'enseignement, déjà, moi, j'ai toujours été très attentive au fait que les étudiants développent des projets entre théorie et pratique. C'est-à-dire qu'ils vont jamais sur le terrain avant d'avoir lu des choses ou avant d'avoir émis certaines hypothèses. Voilà. Donc, il y a vraiment c'est vraiment ancré dans une dimension théorique, dans des lectures, dans des articles. Ensuite, il y a cette dimension de terrain avec, évidemment, dans la dimension, tu parlais des territorialismes, mais même dans l'HDR, l'architecture de l'acclimatation, vraiment se réapproprier un territoire, un lieu, un site, eh bien, ça passe par le travail des acteurs entre eux, le travail avec les acteurs. Donc, et puis, ça passe par une réappropriation des ressources humaines, ressources matérielles, ressources paysagères et une relecture en fait de ces territoires. Donc voilà, peut-être que c'est ça. Alors, ce sont des étudiants en master et en projet de fin d'études. Et où en fait il y avait une grande liberté, sauf qu'ils devaient forcément travailler avec des matériaux, des écomatériaux locaux,
Et alors là, il y avait une invention absolument incroyable. On a eu de l'isolant de popcorn, par exemple, avec des choses mais qui marchent très très C'est bien intéressant. et qu'on a testé. On a même réussi avec Vincent à tester des échantillons de 25 par 25 centimètres qui étaient envoyés dans le laboratoire de Vincent, que réalisaient les Génial. étudiants pareil avec leurs petites mains Mhm. et qu'ils envoyaient à Vincent qui testait les performances en fait de ce matériau. Donc c'est un côté vraiment sérieux quoi. Je veux dire, c'est pas on va juste sur le terrain comme ça c'est sympa mais tu vois. Ensuite sur l'engagement l'impact sur les politiques locales, je pense que je laisserai Mélodine répondre, elle a plein de réponses là-dessus. Et moi je rajouterais que le projet Prévert dont on n'a pas parlé qui est un projet euh, auquel on a répondu dans le cadre euh, euh, de France 2030 et un appel j'ai oublié le nom de l'appel Alternative Verte qu'avait lancé le ministère de la Culture. Quand on a répondu, on a un très gros budget, travaillé sur 3 ans sur les filières d'écomatériaux à l'échelle des Hauts-de-France. Donc, on a là beaucoup, beaucoup de partenaires et donc cette dimension, voilà, cet impact en fait. Et on a réuni des partenaires hyper facilement. Au début, on était parti sur un petit projet et on est allé par un énorme projet et on a été lauréat. Et sur la recherche fondamentale, eh bien, j'ai pas parlé non plus, tu en as parlé un peu au début, de l'association Post-Mining Network, qui aujourd'hui a 30 partenaires, et un livre qui est sorti, je l'ai toujours pas vu, mais sa sortie officielle, c'est le 12 décembre, c'est un livre collectif, où on a écrit sur Landscape Design in Post-Mining Territories, donc qui sort aux éditions Routledge, et, euh, et où on a mis comme pilier central la question du travail de terrain et du travail avec les habitants. Et on a des exemples absolument incroyables en Roumanie, en Espagne, au Chili, aux États-Unis, puisque le filon, toujours dans les territoires post-miniers, le filon en fait français va jusqu'aux Appalaches à l'ouest. Et donc, on a des collègues américains là, qui font un travail absolument remarquable avec des habitants. Et des Brésiliens également. Donc, c'est vrai, et pour les territorialistes, alors au début, les 3 premières années ont été très magiques parce qu'ils sont venus avec nous pendant 1 ou 2 semaines travailler sur le terrain. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est que les territorialistes, ils travaillent sur la très grande échelle, comme tu le sais. Hein. Et donc, il y avait un groupe d'étudiants italiens qui travaillaient sur la très grande échelle. Enfin, ils démarrent sur des échelles macro, pour après zoomer sur des échelles locales. Et nous, en fait, on partait d'un matériau, d'une maison, d'une brique. D'accord. Et quand on se croisait, c'était complètement magique, en Ah fait, oui, parce qu'on parlait de la même chose, en fait. Et on arrivait à vraiment euh, articuler ces échelles et ces thématiques. Les thématiques étaient toujours les mêmes, en fait. Voilà. Donc, bon, après, les plannings des différentes écoles, universités ont fait que Daniela est passée à un semestre différent du mien. Et donc, ça a été très difficile de continuer à travailler ensemble. Mais bon, c'est Madame Hénard aussi qui vient le 12 décembre à la sortie du livre et on reste très en contact. d'accord. Voilà. Merci. Moi, je peux peut-être compléter aussi en parlant justement sur le côté pédagogique. Dans le cadre du projet Prévert qui est en cours aujourd'hui et qui est dans la prolongation de tout ce qu'on a raconté, il y a 3 nouveaux sites, 3 nouvelles permanences qui sont en cours d'ouverture voilà, ou déjà ouvertes, dont un étudiant d'ailleurs va certainement investir une des permanences qui est juste devant. Et en fait, ces permanences, elles sont ouvertes justement aux étudiants qui auraient envie d'explorer Un voilà, diplômé. ou aux jeunes diplômés, tout à fait, qui auraient envie d'explorer des manières de faire un peu différentes et en pluridisciplinarité. Parce que finalement, à partir de l'expérience que moi j'ai vécue, une des choses qui me semblait être intéressante à modifier dans la réplicabilité, c'était le fait d'être en groupe et le fait d'être avec des compétences complémentaires.
Donc plutôt des concepteurs, architectes, paysagistes, designers, ça peut être des artistes, des sociologues aussi, c'est très intéressant de croiser avec des sciences sociales en recherche, enfin côté recherche ou pratique pour tous ces gens-là. Puisque c'est de la recherche-action et que c'est de toute façon entre les deux ce qu'on propose. Et donc, c'est des sortes de permanences pédagogiques aussi, enfin, qui ont en tout cas un apport pédagogique intéressant pour les étudiants. Donc, je pense que ça, c'est un vrai lien qu'on est en train de tisser avec les différentes écoles. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les permanences qui se sont ouvertes, c'est pas du tout que l'école de Lille. Il y en a qui viennent de C'est l'école de même pas l'école de Bretagne. Lille C'est pour le d'ailleurs moment. pas, pour l'instant, c'est pas. Après, les Il va prochains y en qui avoir arrivent, d'autres. Ouais. euh, mais il y en a de l'école de Lyon, il y a une ingénieure et des architectes, Lyon, Bretagne, enfin voilà. Et donc, mais en tout cas, il y a une demande de la part des étudiants aussi de venir s'impliquer sur des terrains et d'avoir une pratique où l'architecte contribue à la transformation d'une communauté en faisant partie, en s'impliquant avec elle, etc. Et pas en faisant des travaux sur elle ou voilà. Donc ça me semblait être intéressant. Et après, au niveau des impacts, bon, je pense que ça dépend à quelle échelle on a envie de regarder ça, mais je trouve, moi, une des points sur lesquels on n'a pas encore tout à fait abouti les choses, mais en même temps qui me semble être une des choses les plus concrètes aussi, c'est ces questions de contrat de maîtrise d'usage qui sont coécrits, enfin, qui sont écrits en collaboration avec une avocate spécialisée sur ces questions-là. Qui permettrait, une fois signé, peut-être de trouver aussi des nouveaux modèles d'implication qui reconnaissent le travail, l'implication et donc la rétribution aussi des habitants dans ce type de projet. Ce qui n'est pas du tout si courant que ça, quoi. De penser Non. que l'implication doit être rétribuée, etc., c'est des questions qui se posent encore très souvent. Et là-dessus, qui paye? Parce qu'en fait, qui contribue, mais qui paye? Et tout ça, c'est des questions qui sont passionnantes aussi, sur lesquelles moi j'ai essayé de commencer à défricher des petites choses, en essayant par exemple de calculer, alors avec des méthodes, pour l'instant, des chiffres qui peuvent être un peu enfin, arbitraires, mais en posant en tout cas une première réflexion sur comment on peut chiffrer les externalités positives qui sont produites par les habitants sur le territoire quand ils s'impliquent. Et notamment pour pouvoir parler les chiffres, le langage du bailleur, parler en chiffres et savoir finalement lui dire, mais finalement, vos locataires, quand ils s'impliquent dans ces démarches-là, c'est peut-être même des économies pour vous. Et peut-être que ces économies-là, on pourrait demander à les investir dans la communauté, dans les projets qu'ils veulent porter, etc., pour le fonctionnement de leur association aussi. Et donc moi, j'ai commencé ce travail de chiffrage qui va extrêmement vite, c'est-à-dire que, enfin, pas le chiffrage en tant que tel, mais je veux dire, les chiffres grimpent très vite, ne serait-ce qu'en faisant cette question de débarrasser les objets et les encombrants qui sont posés partout en dépotoir sauvage dans le quartier. En fait, on obtenait déjà 40 000 euros par an d'économies possibles faites par le bailleur. Donc, toutes ces questions-là, moi, je trouve que c'est aujourd'hui des portes ouvertes et des impacts très intéressants à mesurer. Mais bon, il y en a plein, Oui. en fait. On pourrait C'est prendre un l'exemple exemple. des corons. On pourrait prendre l'exemple des corons avec les enduitaires. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, sensibiliser les gens ou leur apprendre, à leur montrer que bah, le placo a quand même des limites, même si on est bien habitué à ces intérieurs blancs et abstraits. Peut-être que la terre apporte d'autres qualités, mais par contre apporte des contraintes aussi. Donc, d'où l'intérêt aussi de cette recherche qui est à la fois une recherche sur les matériaux et une recherche sur les usages, sur le confort. Oui. Ce qui paramètre aussi, nous, notre développement de produits. Donc, effectivement, c'est important aussi que même si un matériau est développé, nous, en laboratoire, et remplit tous les critères, qu'il soit aussi accepté par les usagers et qu'ils puissent aussi, enfin, l'acceptabilité à la fois du matériau, mais aussi de son utilisation et son entretien dans le temps. Ouais. Ça, c'est très important. Et Vincent, par rapport à l'enseignement ou des passerelles que vous avez tissées, Oui.
Eh ben, justement, sur ce point-là, bah, Béatrice l'a évoqué déjà hein, par rapport au projet d'étudiants en architecture avec qui on a pu travailler, effectivement, donc avec qui j'ai pu travailler pour tester des produits. Donc ça a été effectivement une passerelle qui a pu être déjà mise en place d'une certaine manière. Et après, moi, plus personnellement, vis-à-vis de mes enseignements, et notamment dans la partie d'enseignement, j'enseigne pour des bachelors, donc des premières années universitaires. C'est des étudiants qui donc du coup ont besoin aussi de s'ouvrir un petit peu plus sur tout ce qui existe actuellement dans le marché de la construction et ce type d'expérience permet d'en faire profiter aussi des étudiants qui amorcent leurs études supérieures. Et donc c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec eux sur des retours d'expérience de ce type-là. Ouais. Merci. Et vous êtes suivi par des industriels. Tu parlais d'une thèse tout à l'heure. Est-ce que c'était une thèse dans le cadre d'un financement industriel? Non, non, c'était là par rapport à Martin, c'était pas lié à un industriel, et on n'a pas non plus de thèse actuellement en cours avec un industriel. Euh, pour le coup, pour l'instant, c'est des produits qui peuvent être potentiellement rentrés dans un schéma d'auto-réhabilitation accompagné. Donc pas forcément un produit qu'on trouverait après par la suite sur le marché, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut être intéressant Oui, à oui, oui, creuser, à bien sûr, creuser. bien sûr. Mm. Est-ce que la salle a envie d'intervenir? Et peut-être un témoignage des étudiants qui vont... une question. Question ou témoignage. Tout à l'heure, vous parliez de la date de publication. Est-ce que ça concerne la publication de cette thèse? Non, hélas, non. Et est-ce qu'il y aurait une publication suite à ce travail-là, quelque part? Alors, on travaille sur la publication de ce travail, en tout cas du bilan que l'on peut faire des 9 ans, des 8 ans, 9 ans de la chaire, voilà, avec tous ces projets qui sont agrégés dessus. Mais l'usine va bientôt J'espère. travailler sur... J'ai eu le prix de la thèse de l'Université de Lille et du coup, Très bien, il y a une petite bourse avec qui permet d'aider à publier. Voilà. Donc j'espère. super. Merci. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais pas mal de questions. Parce qu'on en a en partie, on a en partie répondu un peu à ce côté suite à données ou réplicabilité. Je trouvais ça super intéressant justement de donner d'intégrer en fait l'ANR dans les ENSA et de quelle façon on le voyait. Là, si je comprends bien, il y a donc 2, 3 étudiants qui vont reproduire un peu ce schéma. Et je me demandais un peu quels avaient été les outils mis en place pour aider à la reproductibilité de cette installation et à la facilité en fait aussi pour d'autres bailleurs sociaux, enfin je ne sais pas si c'est le même d'ailleurs ou si c'en est d'autres, à leur installation aussi. Et du coup, comment est-ce que, en plus des 2, 3 qui s'installent, on peut donner peut-être plus largement à voir à d'autres étudiants en école d'archi d'autres façons de faire de l'architecture que d'avoir son agence, faire son... Je laisse répondre à ça. Dans le cadre du projet Prévert, on montre des outils. Il y a plein d'outils différents, mais je pense qu'on n'a pas montré une partie aussi du travail de Martin Fessard, qui est quand même centrale dans ces questions-là, notamment sur le diagnostic thermique qu'on peut faire d'un logement. Et comme on se pose la question finalement d'essayer d'interroger si le logement futur, c'est pas un logement slow heat, c'est-à-dire dans lequel on va plutôt chauffer les corps que chauffer l'espace, dans lequel on va avoir des dispositifs d'adaptation ou des stratégies d'amélioration du confort thermique en créant des climats locaux plutôt qu'en chauffant toute la maison à 19. Enfin, voilà, sur toutes ces questions-là sont au cœur de la suite dans le projet Prévert. Et Martin a notamment mis en place des outils de diagnostic dont on n'a pas, c'est dommage, d'image parce que c'est difficile à décrire verbalement, mais qui sont des plans sur lesquels on peut faire apparaître par des sortes de dégradés de couleurs. Oui, vous voyez du coup, ok. Donc on a repris ces concepts-là qu'on s'est approprié un petit peu différemment pour l'instant, puisque... Quand tu dis on, ce sont les permanentiels. Oui, les permanentiels qui sont aujourd'hui dans les permanences, il y en a effectivement 3 aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y en ait un peu plus tard quand on aura... Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 sites ouverts. In fine, l'objectif, c'est qu'il y en ait 3.
Euh, et donc, on s'est un peu approprié différemment sur une hypothèse centrale qui était de dire qu'on n'allait pas représenter sur ces plans les températures réelles, mais qu'on allait représenter vraiment, qu'on allait tout faire partir du confort ressenti de ces permanenciers. Donc ça, c'est un outil fondamental sur lequel on s'appuie. Il est possible qu'on s'appuie aussi sur les grilles que Martin a mis en place. Voilà. Euh, et puis après, sur tous les outils de démarche participative qu'on peut mettre en place pour entrer en collaboration avec les habitants. Et là, c'est extrêmement large. Ça peut passer autant par des outils de communication que des maquettes de co-conception, enfin, c'est très très large, quoi. Et après, pour répondre aussi à la question des bailleurs, donc il y a une des maisons qui appartient à un autre bailleur, maison d'ailleurs dans laquelle on a au rez-de-chaussée une permanence et à l'étage, on a tout désossé pour que Vincent et son équipe et un autre labo, l'ANCET, en fait, qui travaille sur c'est l'École nationale des arts industriels et textiles, en fait, de Roubaix, qui travaille sur des matériaux innovants à base de textiles. Et donc, à l'étage, en fait, c'est leur. On a appelé ça du labo au vivo. Donc, c'est leur vivo. Et donc, pour le moment, ils expérimentent dans des caissons de 50 cm par 50 cm les nouveaux matériaux pour voir comment ils réagissent dans une vraie maison, en fait. Mais ce sont des matériaux presque secrets qui sortent du labo incognito, en fait. Voilà. Donc, on continue, oui, on continue ces expériences des nouvelles maisons avec un nouveau bailleur, donc SIA, qui est, voilà, avec qui on a des relations assez intéressantes également. Il y a une autre question du public, oui. Et moi, je me demandais, merci pour lancer toute cette action que vous menez depuis longtemps, à travers les différentes thèses, à travers différentes actions d'enseignement. Je me demandais comment vous avez envisagé les relations avec le terrain, avec les élus de terrain, avec les autres instances sur le terrain. Je pense que c'est important, c'est le temps de le mentionner. Je crois que vous êtes fort ancré à force dans le territoire et qu'il y a cet enjeu du label UNESCO qui joue. Et donc, comment, et puis avec Lucie Morissette, le patrimoine comme agent de transformation, qui travaille sur des cités minières dans le Québec, sur Arvida. C'est avec des missions locales également qui expérimentent des choses avec les gens. Est-ce que vous envisagez de faire des développements internationaux et à la fois au niveau local, qui sont les porteurs? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils sont toujours là à côté de vous? Comment vous envisagez les choses? Alors, oui, on n'a pas du tout parlé des partenaires locaux, on a parlé des habitants, mais pas du tout des politiques, ni des institutions, etc. On travaille étroitement avec la mairie de Arles, même le maire de Arles, qui n'était pas convaincu au début, loin d'être convaincu, aujourd'hui est vraiment présent. Par contre, ces services techniques, depuis le début, sont hyper convaincus. Et ils ont tout fait pour nous aider, nous mettre à disposition des salles. Enfin, vraiment, ils étaient ils ont toujours été très réactifs. Après, il y a les communautés d'agglomération, plusieurs, parce qu'il y a celles avec lesquelles que j'ai rencontrées à travers les étudiants, par les sites en fait sur lesquels j'ai travaillé avec les étudiants. Donc oui, enfin, mais c'est ce qu'on voit aussi, c'est l'intérêt aussi d'une école régionale, et tu le sais très bien, Catherine, en fait, c'est que on a une aura qu'on a moins, qui est plus compliquée en fait en région parisienne, parce qu'on est une véritable institution territoriale en fait. Et quand je décroche mon téléphone et que je dis, voilà, je suis professeur à l'école d'architecture et de paysage de Lille, les gens disent, waouh, venez, bien sûr. Alors, on a eu plus de mal à rencontrer la région, mais au niveau local, la communauté d'agglomération Lens-Lévin nous a confié une étude sur les propriétaires occupants qui déplace un peu le sujet du locataire, en fait, avec les dossiers MaPrimeRénov', les choses comme ça, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Non, on a beaucoup d'exemples. Il y a TEPOP qui est venu dans le bassin minier pour faire des ateliers. Donc, c'est vrai que toute Là, cette les outils sont dimension-là. importants, les Oui, outils que vous avez mis en place oui, ouais, avec tes ouais.
Donc c'est vrai qu'il y a, et aujourd'hui on voit dans le projet Prévert, on a des acteurs du bassin minier et autres et régionaux qui ont vraiment soutenu le projet. Et puis, dans la recherche Coron, il y a quand même l'association, la mission bassin minier, qu'on n'a pas invité ce soir, euh, parce qu'aujourd'hui, enfin, dans l'état de la recherche, on est plus vraiment sur le terrain, etc., mais qui est un acteur essentiel et qui, pour moi, est un partenaire. J'aurais jamais réussi à faire tout ça s'il n'y avait pas eu Raphaël Alessandri, qui est architecte à la mission bassin minier, qui a monté, qui est depuis 20 ans, qui a monté tout le dossier pour l'UNESCO et qui connaît tout le monde. Donc c'est une véritable, c'est la clé en fait d'ouverture des portes, Raphaël. Donc c'est vrai que tout ça, ça se crée en partenariat. Et à l'international, donc j'ai rencontré Lucien Morisset et on a vraiment eu des échanges tout à fait passionnants. Euh, euh, à l'international, bah, c'est le réseau Post-Mining Network, donc on a du mal à l'animer mais bon, le 12 décembre, il va y avoir un après-midi de présentation de cas, on a appelé ça du post-extractivisme au projet d'acclimatation. Euh, et donc, on va présenter à la fois la sortie du livre et puis des projets, le projet Prévert et des projets à l'étranger voilà, qui résonnent en fait hein, avec le nôtre. Puis à l'échelle communale, il y a aussi Ouais. très récemment, ce qui est intéressant, la mairie, la ville qui s'intéresse à comment, à partir de cette expérience dont ils ont pu assister, enfin, voilà, et même aujourd'hui participer vraiment, depuis 4 ans, comment on peut le répliquer à d'autres sites de la ville? Comment même on Ouais. peut penser les choses à une échelle communale dans ces cas-là? Comment la ville peut s'emparer des outils qui sont mis en place? Et voilà, en nous proposant d'avoir peut-être une réflexion ensemble vraiment sur ces questions-là, d'avoir une commission participative, quelque chose qui nous permet de réfléchir à une autre échelle. Donc c'est Ouais. vraiment intéressant. Très bien. Est-ce qu'on peut visiter vos terrains d'expérimentation Ouais, enfin oui, oui, ça arrive souvent. Moi, en tout cas, à la permanence, il y a régulièrement des visites. Ce sont Donc des avec lieux plaisir. ouverts, hein. Ouais. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, c'est avec les habitants qui aujourd'hui se sont vraiment emparés des lieux, donc ils le présentent très bien eux-mêmes. Donc il y a même pas forcément besoin de moi, quoi. Une dernière question. Pour revenir sur l'analyse de l'acceptabilité de ces matériaux, de ces techniques de matériaux à faire, est-ce que vous avez établi des critères ou j'imagine que la confiance est une grande part hein, de, de ces critères. Est-ce que vous avez une sorte de protocole Ouais. de médiation? Vincent, tu veux répondre à ça? Tu as entendu la question? J'ai pas bien entendu, non. Est-ce qu'il y a un protocole de mesure de l'acceptabilité des matériaux par les habitants? Il va se construire là, je pense. Parce que, alors, l'acceptabilité, Il y en a déjà un que Mélusine oui. doit remplir régulièrement, non? Oui, alors c'est plus un questionnaire et qui permet, encore Oui, une c'est fois, questionnaire de effectivement. confort, ouais, Oui, de c'est Oui, mesure de voilà, c'est un confort. questionnaire de confort. Oui, d'accord. L'acceptabilité en elle-même, c'est aussi vis-à-vis de la matière et donc de se rendre compte, et c'est ce qu'on doit travailler aussi par rapport à l'étape qui va arriver bientôt d'investir la maison de quartier de la Cité d'Orion. Une maison de quartier qui a été mise à disposition donc pour des gens du quartier et qui permettra de montrer, d'avoir des petits démonstrateurs des différents matériaux qu'on a pu développer et de confronter justement en situation dans les pièces de cette maison de quartier ces matériaux à l'opinion des gens du quartier, de voir un petit peu leur ressenti, de qualifier un petit peu tout ça. Effectivement, il y a l'aspect d'esthétique, hein, il y a l'aspect alors de confort qui sera pas forcément perçu puisque les zones qu'on va investir sont relativement limitées. Donc le confort, le focalise plutôt avec l'échange qu'on a avec mes usines. Mais en termes d'acceptabilité aussi, c'est effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quand on est sur des enduits terre, on peut se retrouver à avoir l'apparition
petites fissures, des choses qui sont somme toute assez peu, enfin ça ne met pas en jeu l'état structurel, c'est juste des petits défauts qui peuvent apparaître, qui sont liés au travail que l'argile peut avoir en fonction des conditions hydriques, et qui sont complètement réparables. Donc cette question de réparabilité de la matière, ça c'est aussi un point sur lequel on doit travailler et on doit échanger avec les usagers. C'est-à-dire de pouvoir revenir sur l'enduit, éventuellement juste en frottant un peu avec de l'eau, de pouvoir fermer la fissure et de pouvoir réparer soi-même un enduit. Ça fait partie un petit peu des démarches qu'on peut aussi, qui rentrent dans la notion d'acceptabilité. Comment est-ce que des personnes qui pourraient être réfractaires à l'usage de la terre, par exemple, ou dans l'intérieur, Mm. comment est-ce qu'on cherche à changer d'avis? Est-ce qu'on montre? Est-ce qu'on... Et quel était le- Bah, en fait, vu que nous, ça fait 4 ans qu'on est installé, enfin que moi je suis installée sur le site et que du coup, grâce à ça, il y a eu pas mal d'expériences en fait en amont de cette ANR, et notamment ce que présentait Béatrice sur les BioAra, BioMob, Biotex, qui étaient des ateliers spécifiques dans lesquels étaient invités habitants et étudiants à co-concevoir ensemble des dispositifs qui passaient notamment, il y en a un vraiment spécifiquement sur l'enduitaire d'ailleurs, mais d'autres, par exemple, avec une mise en œuvre de pisé, de terre modelée. C'est un autre, c'était autre Des chose, rideaux c'était sur le rideau hygrothermiques. hygrothermique, etc. Mais en tout cas, qui était co-conçu et co-construit, du coup, par l'habitant. Et à la fin, l'habitant pouvait partir avec son nouvel équipement, pensé, et c'est ça qui était vraiment très intéressant, je trouve, non pas à partir d'un standard ex nihilo, du rideau qui fait temps par temps, parce que un rideau, ça fait temps par temps, mais penser à partir d'une problématique de terrain relevée dans la maison de l'habitant dont la maison a des pathologies spécifiques, et donc, en gros, qui correspond à un besoin précis. Et dans ces cas-là, la co-conception, elle se faisait à partir de ça, co-construit, donc en plus d'ailleurs avec les compétences, pas seulement d'experts qu'on faisait venir, mais aussi des compétences propres des habitants. Il y avait une couturière, par exemple, dans le quartier, qui a guidé les ateliers de couture de ces rideaux, etc. Et donc, à la fois, donc c'est multiple en fait, à la fois en valorisant les compétences propres des habitants qui participent, à la fois d'ailleurs, en reconnaissant le travail des habitants qui s'impliquent et donc en le rétribuant en partie, avec plein de multiples dispositifs de ce genre, on arrive voilà, le faire avec les gens et attirer ces publics-là, quoi. Et après, le but, c'est pas... enfin, quand on essaye de mesurer l'acceptabilité d'un matériau, c'est pas tant de... enfin, voilà, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque aussi, qu'est-ce qui marche pas, donc relever tous les dysfonctionnements qui sont visibles. C'est le cas dans, par exemple, Biomob, parfois il y avait de la terre qui pouvait casser, etc. Enfin voilà, c'est... Oui, puis les raisons pour lesquelles les questions que posaient les habitants, les réticences qu'ils pouvaient avoir, voilà, tout ça, ça fait partie de l'amélioration de la connaissance. La couleur, par exemple. Ouais, La couleur, c'était un truc qui posait tout de suite question aux habitants. Ouais, mais est-ce que je peux avoir du blanc? Parce qu'en fait, c'est des logements qui peuvent être déjà un peu sombres. Donc, si on vient rajouter un enduitaire qui est sombre, bah, ça va encore l'assombrir, etc. Donc, toutes ces questions-là, ça fait partie des questions qu'on se posait, quoi. ouais, complètement. La pauvreté, la poussière, ouais, exactement. Qui sont ancrés et qu'il faut réinterpréter. Absolument. J'imagine que vous êtes amené à entrer aussi sur cet terrain-là, dans les Absolument. sociétés, dans l'aliments. Oui. Ceci dit, il y a des blancs Oui. Complètement. Oui, oui, mais c'est une des premières réticences. Oui, oui. La Ouais. Et lumière, avec laquelle, du coup, par exemple, nous, la on a- propreté, la lumière. Oui. Et on travaillait, enfin, je me souviens de l'intervention des tinctoriales qui proposaient, par exemple, du coup, comment on va teindre ces enduits
et du coup de le faire avec des plantes naturelles qu'il y a dans le jardin, enfin d'essayer de montrer que tout ça, ça peut se faire aussi avec les ressources locales, quoi, et puis vraiment locales au sens de ce qu'on a dans un périmètre très proche. J'ai oublié ma deuxième idée, mais c'est pas grave. Juste simplement, vous voulez rétribuer les habitants, enfin, c'était comme quel type de contrat et qui les payait finalement Alors, Ah, ouais. ouais. Moi, je Ça, veux c'est le bien- genre de choses. Vas-y, vas-y. Hein? Non, non, vas-y, vas-y. Mais moi, je veux bien dire un mot là-dessus en détail après. D'accord. Non, mais très clairement, en fait, évidemment, une chaire, en fait, dépend d'une école d'architecture, donc c'était pas possible de faire ce genre de choses avec l'école d'architecture, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté l'association Post Mining Network, en fait, qui avait beaucoup plus de souplesse, qui a pu acheter des moutons, par exemple. J'imagine assez mal aller voir le trésorier et le foin pour nourrir le mouton. Enfin, bon, voilà. Donc, les habitants en bon d'achat chez Auchan. Mais c'est pas un choix aléatoire. Oui, C'est-à-dire oui. qu'en fait, moi, dans Ouais. ma thèse, j'ai fait tout un travail avec les habitants pour essayer de comprendre quelle serait la rétribution qui leur permettrait Ah oui, en plus. permettrait Ouais. euh, de ressentir effectivement, par exemple, zut, le mot me manque, une augmentation de pouvoir d'achat, mais sans que ça ne perturbe forcément tout le système d'aide dont ils dépendent et qui, pour certains, exactement. Donc, ça ne Exactement. pouvait pas être un contrat. Et Donc, on a beaucoup discuté de ça. ou alors, dans ces cas-là, c'est un contrat qui les sort définitivement de ces systèmes d'aide dont ils dépendent. Et dans ces cas-là, par exemple, Manu, qui est salarié. Et dans ces cas-là, voilà. Mais par contre, on ne peut pas ponctuellement donner de l'argent comme ça vient tout dérégler, c'est catastrophique. Donc, avec des habitants, on a essayé d'évaluer qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, qu'est-ce que ça arrange, pourquoi. Et donc, il y avait finalement une typologie de type de rémunération, de rétribution, je dirais, possible. Ouais. Et les bons d'achat en faisaient partie, puisqu'effectivement, ça augmente le pouvoir d'achat d'avoir un bon d'achat Leclerc auquel on va faire ses courses, sans qu'il y ait un dérèglement des... Ouais, ça nous a bien pris la tête un moment. Ouais. Et à terme, Et en moi, contrepartie, il y a une espèce de contrat moral aussi avec eux. C'est-à-dire que quand les étudiants arrivent pendant une semaine, les étudiants, il faut qu'ils soient présents et on note les présences. Et les habitants, pareil, il faut qu'ils soient présents. Et ça a été quelque chose de pas forcément simple, ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Parce que d'un côté sympa, on fait un atelier, on fabrique des rideaux ensemble. Mais en fait, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut qu'il y ait des rideaux et il faut qu'ils soient installés chez les habitants. Et il faut que les habitants soient contents. Donc, il faut que les habitants participent parce que si les habitants ne sont pas là, après, plus rien ne marche, quoi. Et donc, c'est un équilibre qui est un petit peu comme ça. Ouais. Et la rétribution aujourd'hui qui me semble qui me semble j'ai vraiment ça. intéressante à mettre en place, c'est la participation du bailleur à une baisse des loyers. C'est-à-dire que ça aussi, Ouais. ça augmenterait le pouvoir d'achat. On n'arrive pas à le mettre en place aujourd'hui parce que les bailleurs, il y a une grosse inertie, quoi, donc c'est un gros bailleur. Donc, c'est pas que simple, mais pour moi, ça me semble être un des moyens très reproductible, intéressant et qui permet à la fois d'augmenter le pouvoir d'achat tout en. Les primes, le problème, c'est que c'est pareil. Ça rentrerait, si c'est déclaré, ça continuerait d'être un dérèglement de leur système d'aide. Très bien. Donc, un grand merci pour cette Merci beaucoup. présentation et ce débat passionnant. Merci beaucoup. Merci Vincent d'être à distance.